France Inter, le 13-14, Céline Aslo. C'est une pratique qui séduit de plus en plus de jeunes en France, sous l'influence notamment des réseaux sociaux qui suscitent des inquiétudes car les drames se sont multipliés ces dernières semaines avec la mort de 2 adolescents. Une pratique que certains défendent pourtant car elle mêle le plaisir de la découverte à la sauvegarde de lieux oubliés. On va tenter de mieux comprendre l'urbex dans le 13-14 aujourd'hui. Grâce à vous, Timothy Hanem, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des précurseurs de cette pratique, l'exploration urbaine, puisque c'est ainsi le terme français, le fait d'aller visiter, photographier des lieux abandonnés, des usines, des châteaux, des hôpitaux. Vous en avez tiré plusieurs ouvrages, dont le dernier qui s'appelle Glauqueland, qui raconte l'histoire d'une 50aine de lieux que vous avez explorés ces 25 dernières années. Je rappelle aux auditeurs, d'ailleurs, si vous voulez poser des questions, témoigner aussi peut-être sur votre pratique de l'urbex, qu'il y a notre numéro pour le standard 01 45 24 7000. Alors avant de parler des risques, racontez-nous d'abord comment ça se passe, l'urbex. J'imagine que vous ne vous demandez pas d'autorisation avant d'aller visiter un lieu. Vous faites ça, allez, on va dire un petit peu en douce. Oui, ça se fait toujours très majoritairement en douce, puisque si on demande à une mairie si on peut visiter un manoir abandonné ou une usine, on n'aura pas de réponse avant 3 mois, ou alors non, au bout de 3 mois. Donc en fait, par la force des choses, on y va, parce que ce qui nous intéresse, c'est de documenter ces lieux qui sont souvent amenés à disparaître. Et c'est très difficile de documenter des lieux de ce genre de façon légale, en fait. Alors comment on fait? On essaie d'être discret par rapport aux voisins, on y va de nuit? Pas forcément de nuit, pas de nuit, oui, forcément on sera plus discret, mais on peut, généralement quand c'est des lieux un peu isolés à la campagne, on peut très bien les visiter comme ça, tout le monde le fait depuis des années en fait, mais on passe à travers des trous de grillage où on peut enjamber un muret ou ce genre de choses, mais en tout cas on ne casse rien. Quand on arrive devant un lieu qui est fermé, on fait marche arrière. C'est respecter le lieu tel qu'il est, même s'il est en ruine. C'est ça, il y a 2 règles dans l'urbex, c'est on ne casse pas, on ne casse rien, on laisse les lieux tels qu'ils sont quand ils sont rentrés. Et la deuxième règle, c'est qu'on ne dit pas où ils sont sur Internet, pour pas que d'autres personnes y aillent et se blessent, justement, ou meurent, et même par respect vis-à-vis des propriétaires qui verront nos photos. Alors comment on choisit un site? Si justement on se passe pas trop de tuyaux entre urbexeurs, comment vous savez qu'il y a des endroits qui méritent d'être visités avec des guillemets? Déjà, en regardant les photos des autres, on peut avoir des indices dans les descriptions des photos. On peut repérer des briques rouges, par exemple, ce sera plutôt le nord, ce genre de choses. Mhm. Après, certains lieux ne sont pas forcément difficiles à trouver. Il y a aussi, par exemple, on apprend ça dans l'actualité, une telle usine a fermé, ou alors des gens qui parlent d'un château en ruine. Et puis on peut chercher au hasard aussi sur Google Maps. Comme un oiseau, on se promène au-dessus, puis on essaie de repérer quelque chose qui a l'air abandonné. Et on y va. Et puis ça se trouve, ça a été démoli entre-temps, parce que la vue n'est pas à jour. Ça se trouve, c'est accessible. Ça se trouve, ça ne l'est pas. Donc c'est toujours un peu une sorte de mystère. Il y a une petite chasse au trésor. C'est Même vraiment si une chasse au il n'y a trésor. pas de trésor C'est ça. au final, si ce n'est la découverte d'un endroit. Il y a des déceptions aussi parfois. Bien sûr, très souvent. On peut arriver, le lieu, comme je l'ai dit juste à l'instant, il peut être rasé, parce que la vue Google Maps n'est pas à jour, elle date de 3 ans. Ou alors le lieu est complètement enfermé, ce qui est bien pour le lieu aussi. Ou alors on peut rentrer dans un lieu, et puis on a fait, au bout de 5 minutes, en fait, les voisins nous ont vu rentrer, ils appellent la police, et ils auraient eu raison de le faire. Et la police vient et nous met dehors, et on se fait contrôler. Qu'est-ce qu'on risque? Alors moi, en 25 ans de pratique, je n'ai jamais rien eu. Mais d'autres, je connais des amis qui ont eu un rappel à la loi, D'accord. parce que le propriétaire avait porté plainte. Est-ce que vous avez le sentiment que vous êtes de plus en plus nombreux? Est-ce que ça vous arrive de croiser d'autres explorateurs dans les endroits que vous allez découvrir? Oui, quand c'est des lieux très connus et très accessibles et aussi très photogéniques, si on y va un week-end, on peut tomber sur au moins 4-5 personnes qui sont là pour la même raison que nous. Il y a des régions où il y en a davantage d'ailleurs? Il y a des Oui. endroits, il y a des zones un peu riches pour En fait, oui, les explorateurs urbains? c'est ça. Par la force des choses, les photos qui marchent le mieux sur les réseaux sociaux, c'est tout ce qui est château, maison. Et forcément, ce sera plutôt en région parisienne ou en Normandie, toutes les grandes bâtisses d'industriels, ce genre de choses. Donc c'est vraiment, oui, les châteaux, Paris, la Normandie, et un peu les pays de la Loire, ce genre de choses. Bon, c'est une forme de tourisme peut-être un peu particulière, alternatif à travers la France que vous menez. Exactement. Et vous partagez des photos. Je suis allée voir votre site qui s'appelle comme votre ouvrage, Glauqueland. Vous publiez des photos et à chaque fois vous précisez que vous ne donnerez pas la localisation précise, même si les gens vous envoient un message ou tentent de vous contacter. Oui, même en disant que je ne donne pas l'occasion, je reçois quand même des mails de gens qui tentent quand même.
Mais je préfère le préciser parce qu'en fait, ça évite de recevoir des mails tout le temps, sinon j'en reçois 4-5 par semaine. Ah, c'est bien la preuve qu'il y a beaucoup d'explorateurs comme vous qui aiment faire ce genre de découverte. Alors, on a entendu beaucoup parler de l'urbex ces dernières semaines avec 2 accidents mortels. Une jeune fille de 17 ans qui est tombée d'un toit. Ça s'est passé dans une usine désaffectée dans la Loire. Et puis un adolescent de 14 ans, lui aussi victime d'une chute dans une usine située dans le département du Nord. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous apprenez ce genre d'accident? Bah, c'est toujours triste, hein, c'est un drame, forcément, ça devrait pas arriver. Et malheureusement, j'ai envie de dire, je vois l'âge des personnes à qui ça arrive, c'est des adolescents. Et c'est pas dit que moi, il y a 25 ans, il m'aurait pas pu arriver la même chose. Parce que quand on est adolescent, on fait pas attention. On vient en petites chaussures. Là, j'ai vu que pour le deuxième, il y est allé très tôt le matin, donc il était peut-être pas bien réveillé. Et surtout, le drame, voilà, ces deux personnes apparemment sont décédées en marchant sur des toits, Mhm. un toit de tuiles ou un toit en fibrociment, quelque chose qu'on ne fait jamais. Ça, c'est le plus dangereux. C'est le plus dangereux, c'est quelque chose que je ne fais jamais. Moi, si je monte sur un toit, ça sera un toit terrasse en béton. Mais jamais on s'amusera à monter, enfin s'amuser. Jamais on montera sur un toit de tuiles ou un toit en fibrociment dans une usine ancienne, tout simplement parce que c'est dangereux en fait. Là, une photo, ça vaut pas la vie, quoi. On voit se multiplier les vidéos de jeunes urbexeurs qui se filment dans les sites. C'est le cas, par exemple, je voudrais vous faire écouter un extrait de cette jeune youtubeuse, Juge Urbex, Mhm. extrait d'une vidéo dans un château abandonné. On est dans un grand couloir bien pété. Ça me fait peur, je marche clairement sur des poutres qui sont tombées de là-haut. Et regardez, le poids de la lumière qu'il y a juste ici, c'est en train d'arracher le plafond. Je veux pas être dessous au moment où ça tombera, donc on va passer ici. Ouah, ça pue le moisi. On a des plaquettes de médicaments. Et je pense pas qu'ils avaient cette couleur-là au départ. Ils sont marrons. Ah ouais. Qu'est-ce que vous en dites? Parce que là, on se dit que cette jeune fille, elle se met peut-être sans doute en danger, elle marche sur des poutres, Mhm. elle se filme en même temps, c'est quand même pas génial. Ah bah, de toute façon, se filmer déjà dans la rue, c'est pas forcément indiqué. Alors dans un endroit abandonné, enfin en plus, ils font souvent ça de nuit. Enfin, je trouve ça complètement inconscient, mais entre guillemets, j'ai envie de dire, c'est sa façon de faire. Donc, mais c'est vrai que moi, si je recommande à chaque fois aux gens de ne jamais se filmer quand ils visitent des lieux, parce que Mhm. c'est le meilleur moyen de. On est plus concentré sur l'écran de smartphone, sur ce qu'on voit au smartphone, et pas sur là où on marche. Donc évidemment, c'est quelque chose qu'on ne fait jamais. Mais en même temps, c'est un peu paradoxal parce que vous dites il y a des dangers, vous déconseillez certaines pratiques et en même temps, vous avez un site, vous avez un ouvrage, vous montrez Mhm. aussi la beauté de ces lieux. Est-ce que vous encouragez pas quand même aussi à cette pratique? Alors forcément, oui, il y a de l'incitation, c'est sûr. Quand les gens voient ces photos, ils ont envie d'y aller. Et moi, c'est pareil. Quand je vois des photos de lieux que je ne connais pas, j'ai envie d'y aller, forcément. Mais pour autant, mon site, dès le départ, a été conçu comme une galerie. Mhm. Je vous montre des photos, mais je ne dis pas où ils sont. Et surtout, si vous y allez et qu'il y a quelque chose, ça ne sera pas de ma faute. Ça sera vous qui aurez pris la responsabilité. Mais c'est sûr qu'il y a de l'incitation. Et le problème, c'est que bon, alors moi, comme j'ai un site en 2024, c'est beaucoup moins visité que tout ce qui est, même les livres, hein. Moi, je suis vraiment rien comparé à ce qui se passe sur YouTube ou TikTok. Et sur TikTok, je vois que beaucoup de gens font des vidéos et il y a la compétition avec les likes, les vidéos les partagées, le nombre de followers. Et malheureusement, beaucoup de gens vont prendre des risques insensés pour faire des vidéos de plus en plus Mm. spectaculaires et générer des likes. Des vidéos qui se mettent en scène parce que je vois dans votre ouvrage, Mhm. il n'y a pas de photo de vous. Ouais, Vous il y en ne a une montrez pas seule. Oui, sur le toit d'un c'est ça. endroit que vous Pour moi, visitez. les stars, c'est les lieux. Mm. Et en fait, les youtubeurs, souvent, bah, comme dit la géographe Aude Le Gallou, ils utilisent les lieux comme un simple décor pour se mettre en scène eux, en Mm. fait. On voit que eux, le plus souvent. Et je trouve ça, c'est un peu dommage parce qu'on voit qu'en fait, ils s'intéressent pas du tout à l'histoire des lieux, au patrimoine. Ce qui compte, c'est juste faire du spectacle. Alors on va aller au standard où nous attend Anne. Bonjour Anne. Oui, bonjour. Et bienvenue. Je vous laisse témoigner, je crois que vous aviez un point de vue de propriétaire à apporter Ah oui, aussi à oui, cette oui, oui, pratique. oui. Dans ma famille, on a une grosse propriété qui est à l'abandon parce qu'on a des problèmes de succession depuis très très longtemps. Et en fait, la propriété a été visitée par quelqu'un qui faisait de l'urbex, mais ça fait déjà au moins 15 ans. Voilà. Et par la suite, eh ben, ça a attiré énormément de squatteurs et c'est toujours pas terminé. Et ça, c'est un gros problème pour nous parce que on a été obligé évidemment, bon, de mettre des alarmes, gardiens, enfin, c'est l'enfer, quoi.
Merci Anne pour votre témoignage. Que répondez-vous effectivement à ce genre de remarques justifiées Bien sûr. de propriétaires qui sont pas très heureux de Mmh. voir des gens venir dans leur domicile, enfin en tout cas dans un lieu qui leur appartient, même si vous le Mmh. disiez au départ, votre but c'est pas d'abîmer l'endroit. Bien sûr. Alors c'est vrai qu'au tout début, nous, on se posait, enfin moi, je me posais pas du tout de questions, cette question-là, quand je commençais l'urbex. Et avec l'apparition des réseaux sociaux, j'ai vu de plus en plus de lieux saccagés et pillés. Et en fait, ça fait, on va dire, 7-8 ans maintenant que je ne visite plus du tout de lieux qui sont ce genre de maisons, D'accord. où il y a rempli d'objets, sauf si elles sont vraiment abandonnées depuis 15-20 ans, là je me renseigne vraiment. Mais je vois passer beaucoup de photos et de vidéos de lieux, de maisons qui sont très propres, avec tout le mobilier, les chandeliers, voilà, avec une fixation sur la valeur financière des choses de la part des youtubeurs. Et ça, je me dis, bah, c'est déjà ça, j'irai pas. Mmh. Et des gens m'envoient l'adresse et je leur dis non, j'irai pas. Mmh. C'est pas ça, j'ai pas envie de contribuer justement à ce que cette dame subit. Parce que derrière urbex, on peut mettre le mot effraction en fait, tout Alors, simplement ça, dans ça certains dépend. endroits. Bah, effraction, non, parce qu'en fait, on rentre dans un lieu sans autorisation, mais pour autant, on passe une porte qui a été ouverte. Mmh. Mais effraction, c'est vraiment fracturer une porte ou un volet, ce genre de choses. Et c'est pas du tout ce qu'on fait. Et de la moitié les trois quarts des lieux que je visite, c'est des lieux en béton, tagués, où il n'y a plus rien. Comme ça, je me dis, si je vais dans ces lieux et que des gens le retrouvent, bah, le lieu est déjà pillé, est déjà vide. Donc ça intéressera pas les voleurs. Alors racontez-nous ce qui vous intéresse vous, justement, parce que, on a parlé des risques, on a parlé, de l'illégalité de cette Mhm. pratique, mais que vous exercez depuis, plus de 25 ans maintenant. Qu'est-ce qui vous plaît finalement dans l'idée, d'aller dans une usine désaffectée par exemple? Bah, c'est l'inconnu en fait, c'est le mystère. Si on se demande comment c'est à l'intérieur. Et l'urbex permet de visiter des lieux qu'on ne pourrait jamais visiter en temps normal. Par exemple, une usine, ça peut pas se visiter en temps normal. Une prison abandonnée, même active, on ne peut pas y rentrer comme ça. Et en fait, c'est un moyen de découvrir un peu comment notre monde fonctionne, mais aussi son histoire, qui est parfois cachée. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est autant la grande histoire que la petite histoire. Il y a beaucoup d'usines, il y a beaucoup de châteaux, de maisons qui sont en ruine et il n'y a pratiquement aucun ouvrage sur eux. Du coup, c'est compliqué de connaître leurs histoires. Et à travers le Bex, il m'arrive que des gens m'écrivent via mon site, ils reconnaissent un lieu et je les vois en vrai après et ils me racontent toute l'histoire. Donc c'est comme une sorte d'enquête. Alors évidemment, je peux pas tout raconter parce que si je raconte tout, bah, ça grille hein, le lieu forcément. Faut trouver le Donc bon équilibre. c'est difficile de trouver un équilibre. Je dis pas que le manoir a été construit en 1812. Je dis début 19e. Ce genre de choses. J'essaie un peu de maquiller, puis je l'envoie, avant de le publier, je l'envoie à des amis qui sont aussi urbexers. Je leur dis ça va. Et ils me disent oui, ça va. Par contre, là, il y a une photo, on voit le logo de l'hôpital. Ce genre de choses. Donc on essaie de faire attention parce que forcément, on a une responsabilité. Donc c'est un jeu d'équilibriste assez dangereux. Et forcément, oui, quand je vois les lieux qui sont pillés, vandalisés et multi-squattés, comme on Mmh. voit avec les maisons, il y a beaucoup de choses. Bah, je me dis, il faut vraiment faire de très attention à ce qu'on poste en fait. Et il y a beaucoup de lieux que j'ai visités que je n'ai toujours pas publié parce que j'attends. Vous attendez. J'attends, oui. Les bonnes, le bon moment. J'attends que ce Comment vous soit. en êtes venu à cette pratique? À Mathias, qui sur l'appli France Inter nous dit l'urbex c'est finalement une pratique très ancienne. Avec les copains Mhm. à l'époque, on s'amusait à aller dans des endroits dans les années 80, même si on savait que c'était dangereux. Est-ce que c'est comme ça qu'on commence finalement? Oui, bien sûr. Oui, ça existe depuis très longtemps. Et je pense depuis toujours, les gens aimaient visiter des endroits abandonnés. Et moi, dans les années 80, fin des années 80, j'ai visité avec des amis des maisons abandonnées à côté de chez moi, à Fresnes. Et on faisait de l'urbex sans ce que ça s'appelle l'urbex. Et mon site, au tout début, s'appelait Photos d'endroits abandonnés. Hmm. Et il s'appelle toujours pas Urbex. Mais donc, oui, ça existe depuis très longtemps. Et on va dire que certaines personnes font ça juste pour le plaisir de temps en temps. Mais c'est vrai que moi, j'ai une sorte d'attirance pour le mystère et l'inconnu. Je vois une maison en ruine sur Google Maps, j'ai envie de savoir comment c'est à l'intérieur et c'est quoi son histoire, C'est quoi. un jeu d'adolescent qui a duré en fait C'est finalement ça, dans c'est votre ça. cas. Dans votre livre, vous avez choisi d'écrire un récit pour chaque lieu, façon journal intime. Vous dites que c'est un récit fictif, hein, mais que Mhm. c'est basé sur des faits réels. C'est-à-dire que pour vous, il faut aller plus loin que les photos, il faut en profiter pour Mhm. faire connaître un peu plus le patrimoine, l'histoire de lieu. Oui, c'est exactement ça, parce qu'en fait, avec mes deux premiers bouquins, je me demandais enfin, je racontais mes explorations. Et je me suis dit, pour le troisième livre, on va faire autre chose. À chaque fois, les gens me disent, quand ils regardent les photos que je publie, ils me disent, on s'imagine l'histoire des gens. Et je me suis dit, bah, on va faire ça au premier degré. J'ai imaginé l'histoire des gens qui ont vécu dans ces lieux, alors de façon fictive, mais en basant sur la réalité. Et ça permet de renouveler un peu le thème de l'urbex, parce que c'est vrai qu'à force de publier des photos, des fois, c'est dur de savoir quoi raconter. Et là, je me suis dit, je vais prendre les lieux qui m'ont le plus marqué pour raconter leur histoire. Et ça me fait plaisir que vous en parlez déjà, parce que c'était beaucoup de travail. Et c'est vraiment agréable d'avoir des retours de gens qui voient que je m'intéresse à l'histoire des lieux et pas juste poster une photo, voilà, c'est joli, débrouillez-vous. Donc oui, là, ce qui m'intéresse, c'est vraiment retracer l'histoire de ces lieux et ensuite d'avoir des retours de gens qui m'écrivent en me disant, moi, par contre, déjà, je connais la période de ce château des années 50 ou 60, par exemple. Et plusieurs fois, j'ai vu en vrai des personnes qui ont vécu dans ces lieux et c'est une expérience vraiment
très enrichissantes et on se rend compte que beaucoup d'histoires sont pas cachées parce qu'il y a un complot que ce soit, mais c'est juste qu'elles sont pas connues en fait. Et ça me fait plaisir de les partager et de montrer que voilà, tel lieu, il y a une histoire intéressante, ça mérite qu'on s'y intéresse. Vous allez continuer, malgré Oui. toutes les réserves qu'on a évoquées ensemble? Oui, bien sûr, je continue et toujours en faisant, comme je disais tout à l'heure, en faisant une sélection. Je vais pas n'importe où. Je vais pas aller dans une centrale nucléaire, je vais pas aller dans une maison où la propriétaire habite à 100 mètres et on a marre de voir les gens téléfiler tous les week-ends. Je choisis les lieux que je visite pour essayer de faire le moins de mal aux propriétaires que possible. Bon, en tout cas, on vous imite pas, on lit votre livre. Voilà, Les c'est ça. photos, effectivement, sont très belles. Ça s'appelle Glauqueland et c'est aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup, Merci beaucoup. Timothy Hanem, d'être venu aujourd'hui dans le studio de France Inter.